S'ils veulent se vacciner, parce que ça c'est quasiment un autre débat. Ça peut être obligatoire. La vaccination contre la vous rendez compte variole. le risque qu'on prend. On n'a aucun recul. On n'a aucun recul sur ce vaccin. La vaccination contre la variole était obligatoire et c'était illégal de ne pas se vacciner. On peut imaginer qu'on rende pour les personnes âgées la vaccination obligatoire quand le vaccin. Moi, je peux vous dire qu'un vaccin en janvier, moi, j'y vais pas. Hein. Mais moi, je n'y vais pas. Je n'ai pas confiance. Mais personne je n'ai pas confiance. Il y a zéro recul. Personne n'a proposé de vacciner les gens de votre âge. Non, mais d'accord, mais même plus âgés. Moi, j'enverrai pas mes parents se faire vacciner en janvier. Moi, je ferai vacciner ma maman. Mais comment vous pouvez sur le champ. Comment vous pouvez être certain d'un vaccin dont on n'a aucun recul? Si l'on sort le vaccin raisonnablement et pas comme le. Mais en janvier, vous parlez de janvier, vous on aura. Le scientifique, c'est Jean-Marc Morand. Non, mais c'est vous mon le scientifique. Je suis désolé, c'est pas. Mais oui, c'est le seul. La vaccine. Il ne faut pas qu'on casse l'idée de la vaccination qui déjà, notamment dans notre pays, est fragilisée par des dates avancées pour faire monter le cours de la bourse ou augmenter le nombre de Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis opposé à Trump qui veut aller trop vite. Vous parlez de janvier, c'est 2 mois après, excusez-moi. Ce que je veux dire, c'est que ça rejoue un peu sur les mots. Il faut sortir le vaccin le jour où il sera prêt. On a vu que la semaine dernière, il y a eu un accident sur le laboratoire d'AstraZeneca, sur le vaccin d'AstraZeneca, et AstraZeneca a arrêté les tests. C'est bien. On ne sait pas encore si c'est un effet secondaire du vaccin d'AstraZeneca ou si la personne a eu une maladie indépendamment. Mais vous vous rendez compte qu'en janvier, on n'aura aucun recul, en février ou en mars, on n'aura aucun recul sur un vaccin. Moi, je peux vous dire, mes parents ne seront pas vaccinés. Jean-Marc, excusez-moi, vu l'âge moyen des gens qui meurent, qui est très 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 élevé, la population que l'on vaccinerait est une population qui a une espérance de vie résiduelle. Ce n'est pas la peine que ces gens vivent... Résiduel, le mot est terrible. Excusez-moi de dire ça à la télé. J'ai 73 ans, j'ai parlé des gens au-dessus de 80 ans, j'ai pas parlé de toi et de... Le mot résiduel est violent. C'est une réalité médicale. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 10 septembre 2020. On va parler aujourd'hui d'un développement majeur dans ce gigantesque bluff du COVID. Eh bien, on a appris de la bouche de représentants de la santé publique au Québec qu'il existait des endroits où on confinait des personnes sans leur consentement et sans divulguer l'emplacement de la prison, on pourrait dire, là, aux proches de la famille. Alors, c'est ce qu'on a appelé ici des prisons COVID. Je vous avais déjà parlé de prisons COVID en Nouvelle-Zélande et en Australie. La Nouvelle-Zélande qui avait décidé de mettre en quarantaine dans des camps d'emprisonnement COVID, des installations COVID, tous les nouveaux cas. Alors, ce n'est pas juste des personnes qui étaient malades ou qui étaient... revenus de l'étranger, etc. C'est dès qu'on teste positif à la COVID en Nouvelle-Zélande, on s'en va en prison. Et là, tout le monde me disait, ben voyons donc, Alexis, ça ne va jamais venir ici. Et là, il y a une vidéo qui a circulé sur Internet d'un certain docteur Girard qui nous explique justement comment il fait disparaître des gens qui ont la maladie au Québec, qui ont eu le malheur de se trouver dans un bar. Hein? Alors, pour des raisons somme toute mineures, on va montrer le clip des propos tenus par le docteur Girard, et ça, ce n'est que le début. Si on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, là, on voit avec un peu de retard qu'est-ce qui va s'en venir ici. Voilà. Alors, début de la dictature sanitaire, ça vient à un moment où François Legault, le premier ministre du Québec, nous dit qu'il va sévir contre les contrevenants aux mesures sanitaires. Tout ça n'est qu'un gigantesque exercice de bluff parce que le masque ne sert à rien puisqu'il n'a pas été utilisé dans plein de pays d'Europe comme la Suède, la Biélorussie, l'Estonie. La Pologne a abandonné les masques et il n'y a pas d'augmentation de la maladie là-bas. Alors, ce sont des mesures excessives qui briment les libertés de façon excessive et qui ont pour objectif le contrôle social. Qui ont un objectif de contrôle social. Quel objectif de contrôle social? On va le voir ultérieurement, peut-être dans une autre capsule. Hein, c'est qu'il y a des objectifs internationaux à atteindre en matière de refonte de l'économie, de toute la structure. Ils ont des plans gigantesques. Hein, ce sont les communistes des années 50, 60, 70 qui sont arrivés au pouvoir dans les structures internationales un peu partout et qui ont reformulé leur objectif initial qui n'a pas fonctionné, sous le couvert de menaces contre l'environnement, etc., et qui sont en train qui vont utiliser
la crise du COVID pour faire passer l'ensemble de leur agenda, puisque les populations sont dociles. Sauf que nous, en tant que population menacée, on a cet outil d'Internet, c'est-à-dire le seul endroit où est-ce qu'on peut comparer, ou pratiquement le seul endroit où est-ce qu'on peut comparer la situation dans nos pays respectifs, France, Belgique, Suisse, Québec, et ce qui se passe ailleurs, par exemple comme en Chine, où est-ce qu'il n'y a pas de deuxième vague, il n'y a pas de masque, en Estonie, en Suède, où est-ce qu'il n'y a pas de masque, il n'y a pas de deuxième vague. Et donc, étant donné qu'on est capable de comparer, on peut se rendre compte que ce qui est en train de se passer ici, c'est de la frime complète, c'est un bluff intégral. Toutes les mesures sanitaires reposent sur un bluff de la part des gouvernements mondialistes. OK? Alors, je vous fais écouter immédiatement les propos controversés du docteur Girard et je vous laisse décider. Je vous laisse juger. L'ordonnance concernait justement 2 personnes qui ne collaboraient pas. Et on trouve que c'est formidable de pouvoir finalement utiliser ce levier-là. Vous savez, avant, si on n'était pas en urgence sanitaire, le directeur de santé publique peut utiliser ce pouvoir pendant 72 heures, en attendant qu'un juge, finalement, confirme l'ordonnance. Dans le cas de la COVID-19, nous avons la possibilité d'isoler quelqu'un pendant 14 jours. Et c'est ce que nous avons fait ce matin. Alors, ils vous prennent de force chez vous avec des policiers et ils vous isolent. Comprenez ça? Ils vont éventuellement pouvoir faire ça avec le vaccin s'il devient obligatoire. Ils vont venir chez vous, si vous n'avez pas, ils vont avoir une liste de personnes. Si vous n'avez pas pris le vaccin, ils vont sonner à votre porte et ils vont vous obliger. C'est inscrit dans la loi des mesures sanitaires. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de venir chez vous, vous saisir, vous amener de force à un quartier général sanitaire et vous injecter le vaccin de force sans votre consentement. Il est en train de dire comment ça se passe, là, comment ça fonctionne. Et c'est ce que nous avons déjà fait dans le passé. Et on a aussi, comme on l'a fait ce matin, obligé une personne à collaborer à l'enquête. Et on l'avait déjà fait dans le passé, avec succès, et avec une collaboration extraordinaire des corps policiers. Merci à tout le monde. Passez une bonne fin de journée. Le CIUS, en fait, a la possibilité d'offrir justement des isolements préventifs. Ça se passe finalement. C'est une disposition qui est beaucoup plus facile quand on a quelqu'un qui ne collabore pas. Puis ça devient vraiment complexe. Personne qui est surveillée, mais Ouais. elle est en isolement exactement où ça peut être C'est pas nécessaire. C'est ça. Mais est-ce que... Alors, on ne précise pas où est-ce qu'elle est en isolement. Ils ne veulent pas le dire. La personne a été saisie, elle a été placée en isolement forcé sans que personne ne le sache, dans des espèces des locaux non, comment je pourrais dire, incognito, là. Mais C'est pas à la maison, c'est pas ça dépend de la personne. À un moment donné, la personne, on voyait bien qu'elle n'était pas chez elle. On lui a fait, donc, on est allé chez elle, et là, on lui a dit, on vous isole là où on veut que vous soyez, ou vous observez la règle. Et il a observé la règle. Disposition légale émise par l'ordonnance qui nous permet justement d'obliger ces personnes-là contre leur gré. Obligés contre leur gré. Il faut bien le dire, hein, c'est ça, mais dans l'intérêt public. Alors, il opère ici exactement comme en Nouvelle-Zélande. Et là, vous allez entendre le responsable de la santé publique en Nouvelle-Zélande, je pense que c'est le ministre de la Santé, vous expliquer comment ça fonctionne, comment ils prennent des personnes sans leur consentement. Ils les envoient dans j'ai toujours le mot en anglais, facilities, dans des installations COVID où ils les gardent emprisonnés en quarantaine sans leur consentement. Part of our overall national response to this new outbreak, I am now directing medical officers of health that all cases, confirmed cases, are to be managed in a quarantine facility. Tous les cas répertoriés, dès qu'il y a un nouveau cas, ils s'en vont en quarantaine dans une installation COVID. And shows how serious we are about limiting any risk of ongoing transmission. Alors, ils disent qu'ils sont sérieux ils sont très sérieux dans leur objectif de limiter la transmission du virus. Évidemment, tout ça ne repose, je veux dire, que sur l'idée d'un virus très dangereux. Or, on sait qu'il n'est plus dangereux et donc tout ça, c'est de la frime.
even in self-isolation and including to others in the household. This will Et même dans la famille, même tu sais, isolation vis-à-vis des autres personnes dans la famille, comme en Allemagne. apply to any cases and also close family members who might be at risk as appropriate. A reminder, these facilities have been set up specifically and have excellent processes and resources in place to look after people with COVID-19, including health. Alors, je vous avais déjà montré le clip, donc ce sont des installations COVID. Ça commence à se répandre un peu partout, alors qu'on sait qu'il n'y a plus aucun danger. C'est là qu'on commence à augmenter les mesures. Ça devient complètement fou. Cette nouvelle-là du Dr Girard a fait le tour du monde. Hein? On en parle ici sur le site d'information de Paul Joseph Watson. Québec City 16 étoiles. Nous sommes en direct avec Laurent Toubiana, épidémiologiste, chercheur à l'INSERM. Bonjour et merci d'être avec nous sur RT France. On vient de l'entendre, Emmanuel Macron qui promet donc de nouvelles mesures demain pour donner de la visibilité pour les prochaines semaines au vu de la multiplication de cas. Est-ce qu'on est, selon vous, à l'aube de cette fameuse deuxième vague ? Non, je ne crois pas que nous soyons à l'aube d'une fameuse deuxième vague. Je pense au contraire que cette deuxième vague est une théorie qui n'a jamais été vérifiée depuis qu'on connaît les épidémies modernes. Donc cette espèce de peur répandue par un conseil scientifique en nous disant que le nombre de cas augmente, etc., depuis des semaines, tout ça n'est pas fondé sur un raisonnement épidémiologique, mais fondé plutôt sur la peur. Donc voilà, non, je ne crois pas du tout à la prochaine vague épidémique, car si une vague avait dû arriver, elle serait arrivée comme c'était prévu par les mêmes personnes dès la fin du confinement, c'est-à-dire dès le déconfinement. On se retrouvait à peu près normalement dans le même état qu'à l'origine de l'épidémie. Cette vague épidémique aurait dû reprendre, elle n'a pas repris. Il faut se poser des questions sur le pourquoi, mais il y a d'autres réponses que de dire on a mis en place un confinement et c'est pour ça que ça s'est bien passé. Voilà. Donc, si vous voulez, je ne crois pas à cette seconde vague et je ne crois pas non plus à l'importance de la diffusion actuelle du virus. Et je pourrais dire pourquoi. Et malgré l'augmentation du nombre de cas de contamination, il y a ce paradoxe, parce que le chiffre des morts reste faible, les entrées en réanimation baissent également. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Est-ce que le virus est aujourd'hui moins virulent ? Je ne pense pas que ce soit une question de virulence du virus, c'est simplement l'histoire naturelle de l'épidémie. D'abord, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de nouveaux cas, il s'agit de nouveaux individus testés positifs. Ces nouveaux individus testés positifs ne sont pas des gens malades, ce sont simplement des gens qui ont une trace du virus. Et ce nombre de cas, on nous le donne toujours lorsqu'il est important, mais lorsqu'il n'est pas important, par exemple il y a 3 jours, le nombre qu'on donne aujourd'hui c'est 8577, il y a 4 jours c'était 3287. Pourquoi on ne nous a pas donné ce chiffre-là ? Il y a 3 jours, il était à 1239. Pourquoi ne nous a-t-on pas prévenu qu'il n'y avait pas une croissance exponentielle, mais au contraire, la courbe avait descendu. Donc, vous voyez, depuis 3 semaines, on nous dit que la croissance est exponentielle. Une exponentielle, c'est une courbe monotone croissante. Là, elle décroît. Donc, moi, j'attends de voir. Mais il y a beaucoup d'autres raisons qui me font dire que le virus ne circule pas. En réalité, que dit ce test gigantesque fait à l'échelle d'un pays? C'est-à-dire lorsqu'on prend un échantillon de 7,5 millions de personnes. Et dans cet échantillon, on obtient 97% des gens négatifs. 97% de gens négatifs, pour moi, ça veut dire que globalement, le virus ne circule pas. C'est même les 3% restants sont de l'ordre de l'erreur, si vous voulez. Donc, quand vous faites un sondage et que quelqu'un obtient 97% des suffrages, on vous dit que vous êtes dans une république bananière. Eh bien, on ne peut pas vous croire. Eh bien là, on devrait croire qu'il y a 97% de gens
qui ne sont pas positifs. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Donc ce test à l'échelle d'un pays est une excellente nouvelle parce qu'il nous dit que le virus en réalité ne circule pas. Est-ce que pour vous, ce qui est exponentiel, en tout cas aujourd'hui, c'est un fait, hein, le nombre de tests qui ne cesse d'augmenter chaque semaine. Les laboratoires, on le voit, sont débordés. Beaucoup de spécialistes s'interrogent sur l'effet contre-productif de tester trop de gens. Est-ce que vous en faites partie ? Eh bien d'abord, je viens de vous le dire, le nombre de tests, comme les résultats des tests, n'augmente plus exponentiellement. Il y a eu une sorte d'épidémie de volonté d'aller se faire tester parce que les gens revenaient probablement de vacances et ont eu spontanément l'envie de savoir s'ils étaient contaminés, voire même contaminants. Ça encore, il faudra le démontrer, mais ce nombre de tests, malgré l'incitation, malgré la peur qui est diffusée, plafonne, si vous voulez. On n'est plus dans une phase exponentielle. Donc même pour ça, et de fait, je pense que ces tests à grande échelle comme ça ne servent pas à grand-chose d'autre qu'à diffuser une forme de désinformation. Bonjour, monsieur... Non, les Lions. Les Lions, on dit, je l'ai mal dit. Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Bélier. Vous êtes avec nous, vous êtes pneumologue. Bon. Oui, les Lions, près de les Lions. Les Lions, voilà. je l'ai mal Oui, dit. tout à fait. Pardonnez-moi. Alors, vous êtes pneumologue, mais surtout, vous Voilà. êtes convoqué le 18 septembre devant le conseil départemental de l'ordre des médecins parce que vous refusez que vos patients portent un masque. Vous êtes pneumologue et vous dites que c'est en fait... Oui, tout à fait. Enfin non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais alors, c'est quoi ? Enfin, je refuse pas que les patients portent le masque, mais pas dans mon cabinet. Pas dans mon cabinet, parce que moi j'ai besoin d'examiner des patients. Et sur le visage... Voilà, et sur le visage, j'ai un retour qui me gêne là. Enfin bon, sur le visage des patients, je peux voir plein de symptômes. Je vois s'ils sont cyanosés, je vois s'ils ont une paralysie faciale, je vois s'ils ont une tête de dépressif, je vois s'ils ont une prognathy, une rétrognathy. Donc le visage, pour moi, est extrêmement important. Derrière moi, que vous ne voyez pas, il y a une cabine de plétismographie pour faire souffler les gens, pour mesurer le souffle. Comment voulez-vous que je fasse pour mesurer un souffle par la bouche avec un masque dessus ? Mais je pensais que vous étiez contre le port du masque. Je pensais que le pneumologue que vous étiez était contre le port du masque et que vous imaginiez que le remède était pire que le mal. Oui. Bien sûr, mais ça c'est la deuxième partie de mon intervention. Alors avant de continuer, je voudrais dire que je ne suis ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche, ni extrémiste. Comme les journaux semblent dire que nous sommes tous les gens contre le masque. Non, nous sommes simplement des citoyens. Moi je suis pneumologue et le masque ne sert à rien et va peut-être, je dis bien peut-être, je dis peut-être comme les pro-masques disent qu'il y aura peut-être une deuxième vague, je dis peut provoquer peut-être d'autres maladies comme des pneumococcis, des méningococcis, etc. Parce qu'un masque, au bout de 2 heures, c'est dégoûtant. Il se remplit de nos germes personnels dans la bouche, puisque nous sommes tous porteurs sains de milliards de germes très pathogènes. Et un masque, au bout de 2 heures, c'est un bouillon de culture. Donc on va assister, peut-être, tout comme les autres disent qu'il y aura peut-être une deuxième vague, moi aussi je suis dans la boule de cristal, comme eux. Je dis que peut-être on aura des pneumococcis, on aura une épidémie de méningite, de pneumopathie, etc. en septembre, octobre ou novembre, j'en sais rien. Mais je raisonne comme eux, à la boule de cristal. Donc vous dites que le port du masque est contre-productif, ça sert à rien, vous dites, et non seulement ça sert à rien, mais ça peut provoquer des maladies. Bien sûr, ça c'est... Voilà, c'est ça. Alors pourquoi le port du masque ne sert à rien ? J'ai les courbes de Santé publique France. Je ne sais pas si vous les voyez, mais il suffit d'aller sur Internet, vous les avez. Vous avez les courbes de Santé publique France, qui est un organisme d'État, qui est un organisme public, qui dit que la première courbe en haut montre que c'est le nombre des entrées en réanimation. Il y a eu le pic de mars-avril et on a une décroissance continuelle depuis fin mai pour arriver à un taux quasiment nul maintenant. Vous avez le taux des hospitalisations qui a montré un pic aussi en mars-avril et on a quasiment plus grand-chose maintenant. Et vous avez le nombre des décès, et comme le professeur Toussaint, que j'admire et que je respecte, dit c'est le nombre de décès qui est le seul critère actuellement à retenir dans une épidémie comme la nôtre. Le taux de décès, maintenant, il y a un plateau. Il n'y a quasiment plus de nouveaux décès au Covid. Donc pourquoi obliger 67 millions de personnes à porter un masque alors qu'il n'y a plus rien ?
Pourquoi? On fait des dépistages. On fait des dépistages. Ça aussi, c'est Santé publique France. On fait des dépistages à l'appel. On trouve, selon le progrès de Lyon, 42 673 cas positifs. Ils sont où les malades? Ils sont où les morts? Ils sont dans des fosses communes qu'on nous cache? Il n'y a plus de morts, il n'y a plus rien. Ces 42 673, ce sont des porteurs sains. Comme moi, je suis porteur sain de pneumocoque, de méningocoque, de staphylocoque, etc., de tas de germes dégoûtants, je suis porteur sain. Le monsieur en face de moi, il est porteur sain. Vous êtes porteur sain. Tout le monde est porteur sain. À quoi ça sert un porteur sain? S'il n'y avait pas les porteurs sains pour en retenir la bactérie ou le virus, mais on serait tous malades, ça serait une hécatombe, il y aurait des morts partout, ça sentirait le cadavre partout dans les rues, on marcherait sur les cadavres, etc. Il faut arrêter la psychose, l'épidémie est finie depuis fin mai, et comme en virologie respiratoire, il n'y aura pas de deuxième vague. Il n'y a jamais eu de deuxième vague en virologie respiratoire, sauf peut-être pour la grippe espagnole en 18-19, mais ça c'est un autre problème. Tous les gens sensés vous diront qu'il n'y a pas de deuxième vague à attendre. On va attendre dans 15 jours, Monsieur Véran a dit dans 15 jours, il y aura une deuxième vague, je l'attends avec de pied ferme. Et dans 15 jours, c'est mon passage à l'ordre des médecins. Si les Russes ne sont pas jonchés de cadavres, c'est que j'ai raison. Et la Suède, où il n'y a pas de masque, eux, ils ont une décroissance. Et nous, on a une petite remontée, et les synchrones et parallèles, la petite remontée à l'obligation du port de masque. Parce qu'on empêche les porteurs sains de se multiplier. Donc, tester tous ces gens-là par millions, c'est idiot. Je vais dire un autre mot. C'est idiot, ça sert à rien, on dépiste des porteurs sains qui sont là pour nous protéger. Non, mais moi, je suis incapable de répondre. Je suis incapable de vous répondre et on est autour de la table. On est absolument incapable. Je vous entends, et je dis la même chose que le professeur Toussaint. Je suis incapable de mener la discussion. Je suis incapable de mener la discussion par définition. Le professeur Toussaint, le professeur Toussaint dit la même chose, le professeur Perron aussi, et moi je me suis fait mon analyse tout seul dans mon petit cabinet de provincial, et je suis arrivé aux mêmes conclusions, donc il faut connaître un peu la médecine, quoi, et puis il faut savoir lire les courbes. 28, on est déjà très en retard. Ça, c'est des courbes gouvernementales. Oui, je vous remercie, on a compris, Monsieur Bélier. Le problème, c'est qu'il faut qu'on laisse passer la pub. Donc là, parce qu'on va être trop en retard. Restez 2 secondes avec nous quand même, Monsieur Bélier. On vous dira au revoir. Patrick Bélier, qui est pneumologue. Évidemment, ce que vous dites... nous ébranle un peu, quoi, forcément, mais vous n'êtes pas le seul à le dire. D'ailleurs, le professeur Toussaint, effectivement, le dit, ça vous avez parfaitement raison. La pub, à tout de suite. Monsieur Bélier, qui est un pneumologue, qui nous expliquait donc que le masque ne sert à rien. Alors, bon, je reçois des tonnes de messages depuis que je vous ai donné la parole. J'ai un ami qui me dit, comment peux-tu donner la parole à un type pareil? C'est un dingue. Vous êtes un dingue, monsieur Bélier. Non, mais c'est important, parce qu'il y a des gens qui disent que vous êtes dingue. Donc moi, je voudrais que vous me disiez si vous êtes dingue ou pas, parce que c'est possible que vous le soyez. Oui, je suis dingue. Ah oui. Oui, je suis dingue de savoir lire des courbes. Ouais, c'est terrible, hein. Bon, Toussaint dit la même chose que vous n'êtes pas le seul. Hein. Mais alors, pourquoi... je voudrais répondre à M. Carrérou que j'ai... Voilà, pourquoi monsieur Carrérou, là, j'ai entendu là en off, là, il dit qu'il y a toujours des morts. Oui, la courbe remonte depuis qu'on a l'obligation du port du masque. Pourquoi? Parce qu'on empêche les porteurs sains de faire leur travail. Voilà, c'est à cause du masque qu'il y a une petite réascension des morts. Ça, c'est le masque qui... Non, mais vous vous rendez compte, là vous me faites... Moi, j'en sais rien, mais je vais... Voilà, vous êtes pneumologue, je le précise. J'analyse. Oui. Bon. Oui. Mais vous n'êtes pas le seul à penser cela. On va essayer de rappeler François Bricaire, pour tout vous dire. Je le dis à Marine, on va essayer d'appeler François Bricaire. Je suis scandalisé, parce que je vais vous donner un exemple. Pour j'ai voir... un de mes amis qui est médecin. Non, j'ai pas envie pas envie de polémiquer avec un ayatollah, un sectaire pro-masque. Non, j'ai pas envie. Il m'agace, ces gens-là, il m'agace. Il est en réanimation depuis une semaine. C'est un médecin. Oui, bien sûr, il se débat contre la mort depuis une semaine. Et vous nous faites le numéro, il n'y a pas de mort. Mais il y a des gens... Tout est fini, circuler, il n'y a rien à voir. Mais il y en a presque plus, il y en a encore. Mais si on empêche le masque, il y en aura encore moins. Bon, alors j'ai quelqu'un qui témoigne aussi, qui me dit, mon pneumologue m'a dit exactement comme vous.
Non, mais il y a quelques médecins qui sont de l'avis de monsieur. Il faut quand même dire que la grande, l'immense majorité des François médecins Bricaire, il est avec disent nous pas ou pas ça, disent l'inverse. François Bricaire, alors Oui, on l'a rappelé. De Gaulle, Monsieur en 40, Bélier était tout seul. Monsieur Bélier, De Gaulle était seul, oui, bon, Oui, vous d'accord. pouvez avoir raison. Monsieur Bélier, C'est bon. moi je vous laisse 2 secondes. Simplement, François bah oui, Bricaire, bah oui. c'était pas prévu. François Bricaire, est-ce que les morts, la courbe des morts remonte parce que c'est le masque, c'est ce que nous dit ce pneumologue. Est-ce que ce pneumologue est dingue? Et je pose la question comme ça. Pardonnez-moi, monsieur Bélier, hein, de le dire comme ça parce que, bon, pour des raisons. Ou est-ce que, au contraire, ce qu'il dit est juste? Monsieur Bricaire, tranchez. Alors attendez, je n'ai pas assisté au débat, alors je suis un petit peu gêné pour vous répondre de façon objective. Quel est le débat entre le nombre de décès et le port du masque? Monsieur Bélier dit l'épidémie est terminée. Si la courbe des morts remonte, c'est parce que on porte le masque et le masque ne permet pas, comment dire, aux porteurs sains de véhiculer ce qu'il faut véhiculer. Il ne faut pas porter de masque, c'est contre-productif et c'est plus dangereux. Voilà ce que nous dit monsieur Bélier. Écoutez, j'ai du mal à comprendre cette relation parce que, d'abord, premièrement, malheureusement, l'épidémie n'est pas encore finie. On a les preuves puisque un certain nombre de sujets sont et malades et deuxièmement hospitalisés. Et deuxièmement, a priori, je ne vois pas le lien qu'il peut y avoir entre le port du masque et la transmission du virus. C'est exactement l'inverse. Alors écoutez monsieur Bélier qui vous répond. Écoutez, répondez monsieur Quelqu'un qui n'est pas Bricaire. compétent, je peux pas. Mais comment voulez-vous que je discute avec quelqu'un qui connaît rien aux courbes, qui connaît rien à l'analyse des trucs, et même s'il est malade, je suis désolé pour lui, mais il fait partie des quelques cas qui restent encore, c'est tout. Mais la grande masse des vrais malades, elle est terminée depuis fin. Et puis c'est l'évolution naturelle de tous les virus. Les virus, il y a un pic, et puis après ils s'en vont, et puis c'est le suivant, etc. On n'a jamais vu de deuxième vague dans un virus, faut arrêter. Il y a toujours quelques cas. Il est méchant ce virus, il a été méchant, et c'est en mars, avril, mai qu'il fallait mettre un masque et pas maintenant. Mais en mars, avril, mai, il n'y avait pas de masque. Mais c'est là où il fallait le masque, il n'y en avait pas. Expliquez-nous ce que vous disiez sur le masque tout à l'heure, pourquoi le masque est contre-productif. Expliquez-vous. Ben parce qu'il empêche les porteurs sains de faire barrière pour protéger la population. Moi, je suis porteur sain de méningocoque. Et j'empêche qu'il y ait des méningites de partout par mon propre système immunitaire qui le bloque. Bon, de temps en temps, il y en a un qui passe et qui donne des méningites, c'est vrai. Mais il y aurait des millions de méningites, sinon des millions de pneumocoques. Les porteurs sains sont utiles, la nature nous a fabriqués pour être porteurs sains quand même. François Bricaire, répondez à ça. Écoutez, oui, les porteurs sains, bien évidemment, ça existe. Il y a des portages d'un certain nombre de germes. Dire que ça empêche les autres de l'avoir, ça me paraît un peu plus aléatoire. Donc, autrement dit, là où je vous rejoins, monsieur, c'est quand vous dites qu'on est sur un phénomène épidémique. Que le masque est protecteur, c'est la plus... Non mais monsieur Bélier, ne parlez pas parce que c'est déjà le décalage, mais si vous parlez quand les autres parlent, c'est insupportable. Donc écoutez monsieur Bricaire, s'il vous plaît. Bah oui, je sais. Donc, autrement dit, le portage des germes est un phénomène qui existe, mais qui n'a, à mon avis, pas grand-chose à voir dans la diffusion du phénomène épidémique tel qu'on le vit actuellement. Qu'il y ait une diminution, je vous vois vous agiter, mais qu'il y ait une diminution du phénomène épidémique, tant mieux, tout le monde est d'accord là-dessus. Qu'il y ait l'absence, vous dites, de deuxième vague, c'est un autre phénomène. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Mais le port du masque en tant que tel est destiné à protéger d'abord autrui en évitant de transmettre du virus tant que celui-ci circule. Bon, on arrête. Je tenais à vous apporter, chers amis passionnés d'astrologie et d'actualité, mon commentaire à ces différentes séquences. Donc je pense que vous avez bien compris, hein, je l'avais dit la dernière fois et je l'avais dit également donc à la fin du confinement, que tout serait mis en œuvre pour jouer les prolongations donc de cette deuxième vague de manière artificielle, alors même que l'épidémie est terminée. Donc là, on avait eu, vous vous souvenez, les courbes de l'équipe de Singapour qui venait prêter main forte au professeur Raoult. Donc ça, c'était au mois de mai, où on nous annonçait que autour du 19 mai, donc ce qui se corroborait avec nos prévisions astrologiques en rapport avec la rétrogradation de Saturne qui a commencé le 11 mai. Donc c'est la date qui a été choisie par le gouvernement, en tout cas français, pour
procéder au déconfinement. Donc là, vous avez vu que ça se corrobore avec différents travaux que l'on a fait. Donc là, de ce côté-là, au niveau de la réalité objective, si tant est qu'il y a une réalité objective scientifique, puisque vous savez que la science évolue, mais néanmoins, voilà, l'épidémie est terminée. Simplement, vous avez vu comment on prolonge, on joue les prolongations avec donc ces tests, ces fameux tests qui n'ont pas été faits au mois de mars où on a confiné à tour de bras. Et aujourd'hui, nous avons donc des tests à rebours au moment où l'épidémie est terminée, où vous avez finalement ces virus, où les gens sont porteurs, puisqu'on a rencontré le virus, mais qui est là pour créer cette immunité personnelle et collective. Donc c'est ce que nous avons dit la dernière fois, et c'est ce que cesse donc de répéter donc le docteur Bélier. Alors je disais l'autre jour en plaisantant avec Françoise, puisqu'on avait eu un trait d'humour à ce sujet-là, puisqu'elle me disait j'ai vu le docteur Bélier sur CNews. Et donc je vous disais, effectivement, je venais de le voir, et je venais d'ailleurs de vous publier la lettre qu'il avait rédigée, qui a été censurée par Mediapart, sur le blog de Mediapart. Donc comme quoi, vous voyez que les masques tombent, que finalement les médias alternatifs, qu'on pense alternatifs, ne le sont pas autant que ça. Néanmoins, vous voyez qu'il est quand même invité, et donc il a un nom, donc Bélier, donc qui se rapporte justement au signe zodiacal dont on parlait. On disait qu'on manque de leaders, on manque de gens courageux. Donc on a le professeur Toussaint qui est du signe du Bélier, et nous avons donc on ne connaît pas son signe zodiacal, mais il porte un nom assez évocateur pour nous, donc le nom du Bélier, donc qui est fonceur, qui parle avec le cœur, qui parle avec franchise. Donc vous avez vu, il est même assez à un moment donné, face au mensonge, il a du mal à se contenir, il a envie de contre-attaquer de suite sans laisser parler son interlocuteur. Bon, mais néanmoins, voilà, on sent la sincérité, et on sent aussi de l'autre côté que son contradicteur a eu beaucoup de mal en réalité à renier les fondamentaux de la médecine. Donc ça, c'est un fait. Voilà, néanmoins, donc ces professionnels de santé comme Laurent Toubiana, qui a été invité également sur BFM, vous l'avez vu, donc sont volontiers invités aujourd'hui, parce qu'il faut créer cette dissension. Il faut aussi que les gens, entre guillemets, qui ont suivi, qui se doutaient ou qui ont fait le travail que nous-mêmes avons fait pour démontrer que cette épidémie, finalement, c'est pas ce qu'on nous a vendu, cette pandémie qui a été décrétée par l'OMS, etc. En réalité, c'est beaucoup plus minime que ça. Donc, on avait expliqué notamment que Jupiter en Capricorne, Jupiter en exil, Jupiter grossissait les traits de quelque chose qui est anodin. Dans le signe du Capricorne, vous savez que le signe du Capricorne, c'est le signe du détail. Et Jupiter, avec Pluton, vient grossir, vient exagérer cette épidémie, alors que dans d'autres époques, à d'autres moments, il y a eu d'autres épidémies, notamment grippales, qui ont emporté malheureusement beaucoup de nos anciens, mais on n'en a pas fait tout un foin. Et puis surtout, il n'y a pas eu de confinement, il n'y a pas eu de mise en quarantaine, il n'y a pas eu toutes ces mesures sanitaires complètement surréalistes. Donc voilà un petit peu, là je vous la fais courte, mais on avait fait toutes différentes séries de vidéos pour expliquer tout ça. Et aujourd'hui, on a la preuve. Aujourd'hui, on a donc les professionnels de santé qui parlent de plus en plus, même on sait qu'il y en a beaucoup qui craignent donc la sanction du Conseil de l'ordre des médecins. Mais vous avez quand même quelques professionnels de santé donc courageux, et même certains qui sont dépités. Donc vous avez vu le docteur qui est natif de Belgique, qui est complètement dépité, et le docteur Bélier aussi. D'ailleurs, ça se ressent quand on lit son article. Il est dépité de voir comment on est tombé aussi bas au niveau médical par rapport aux confrères qui refusent de reconnaître finalement la réalité, quelque chose qui est commun à tous les médecins. C'est un tronc commun, et ils se disent c'est pas possible. Vous voyez, on tombe des nues, on marche sur la tête. Et là, on l'avait expliqué, vous vous souvenez, avec Saturne-Uranus, donc ce transit de Saturne et Uranus. Et là, pour le moment, en plus, on a Saturne qui est bien reculé et qui est pas encore qui n'a pas repris l'aspect dont on parlait avec Uranus, puisqu'ils sont éloignés en degrés. Mais ça va se faire, ça va reprendre, et là, à nouveau, on va marcher sur la tête, à nouveau. Et c'est aussi pour ça que, malheureusement, donc ces professionnels de santé qui sont déjà discrédités, alors même qu'il n'y a pas beaucoup de décès, donc qu'est-ce que ça va être dans quelques semaines lorsqu'on va avoir à nouveau
donc le retour des épidémies de grippe, de coronavirus, etc. Et puis surtout les effets secondaires, les effets retors de toute cette peur qui a fait s'effondrer les défenses immunitaires de bon nombre de nos compatriotes. Le problème des masques, donc là vous venez d'entendre le docteur Bélier, qui lui-même dit d'ailleurs avec beaucoup d'humour, moi aussi je lis dans les boules de cristal, et je pense que la thèse qu'il tient, elle tient la route, donc forcément ces masques sont de véritables nids de bactéries, des nids de champignons, etc. Donc là, vous avez la chaîne de Silvano Trotta qui vous explique ça très bien. Et vous avez tous les effets retors liés, bien sûr, à la crise économique, à la déprime aussi générale, à la distanciation sociale aussi. Ça, il ne faut pas le négliger. On est des êtres humains, on a besoin d'avoir du contact humain, on a besoin d'avoir du contact physique avec les personnes, surtout les personnes âgées, ils ont besoin qu'on leur tienne la main, etc. Donc de savoir ça, et puis de voir que ce docteur-là, docteur Alexandre, tient ces propos-là vis-à-vis des personnes âgées, il va falloir les vacciner tous, de toute façon c'est résiduel, il leur reste plus beaucoup de temps à vivre, etc. C'est terrible. Vous voyez, une personne déjà fragilisée, qui est en fin de vie, etc., d'entendre ça, il y a de quoi être complètement effondré. Vous avez vu quand même, Jean-Marc Morandini, là, on sent, c'était quand même un animateur, bon, on peut penser ce qu'on veut, mais là on le sent quand même sincère, on le sent touché, on sent qu'il pense à ses parents, et il dit, ah non, moi, hors de question, donc je pense qu'il ne joue pas la comédie, il a l'air en tout cas sincère. D'ailleurs, je crois qu'il est du signe du bélier, il me semble, il faudrait vérifier. En tout cas, voilà un petit peu le commentaire par rapport à donc, les séquences que vous venez de voir. On pourrait également parler de la séquence de Radio-Québec, donc là qui vous parle carrément donc, de venir enfermer les gens, de venir les mettre en quarantaine de force, et puis de venir donc, vacciner aussi. Donc ça rejoint les propos donc de Laurent Alexandre. Laurent Alexandre qui d'ailleurs du signe du Gémeaux, et il est très marqué par le bélier. Alors j'ai vérifié, Jean-Marc Morandini, en fait il est du signe du lion. Il est né donc, sous le signe du lion, ascendant lion, avec une lune en scorpion, et un milieu du ciel en revanche dans le signe du bélier. Je ne sais pas pourquoi j'avais retenu le fait qu'il était marqué par le bélier, en fait pas du tout, mis à part son milieu du ciel. Alors je voulais également rebondir sur cet argument de la grippe espagnole pour expliquer une seconde vague, puisque c'est la seule épidémie, la seule pandémie où il y a eu une deuxième vague. Et donc, vous le savez, ou en tout cas certains d'entre vous le savent, j'avais déjà produit un article dès 2014, au moment où il y a eu la crise d'Ebola, où j'avais fait de la prospective, où j'avais essayé de voir un petit peu ce qui pourrait se passer dans le futur. Est-ce que nous pourrions avoir une nouvelle épidémie, une nouvelle pandémie? Et j'en avais conclu que nous pourrions avoir, au pourtour de l'année 2023, 2024, 2025, dans ces années-là, mais notamment 2023, puisque nous aurions la reformation du cycle Saturne-Neptune dans le signe du Poisson, qu'on pourrait avoir soit une attaque bactériologique ou une épidémie. D'ailleurs, je l'ai écrit dans mon ouvrage, donc qui s'intitule « Les femmes et les hommes viennent aussi d'Uranus, Neptune et Pluton » à la page 94. Vous pourrez la retrouver, donc où j'ai effectivement donc indiqué ces éléments-là que j'avais déjà donnés en 2017, fin 2017 pour les prédictions 2018, où j'avais dit qu'il y aurait probablement l'introduction d'un virus en 2018, fin 2018. Finalement, ça a été plutôt fin 2019 et plutôt en 2020. Donc après, c'est un peu comme un puzzle, c'est un peu comme des rébus. Il faut arriver à harmoniser tout ça et puis à mettre tout ça en lien. Donc forcément en 2014 ou même en 2017, on navigue un petit peu à vue, on n'a pas tous les éléments. Donc ce sont des tendances, il n'y a rien de sûr, donc on lance ces différentes hypothèses, ces différents ressentis qu'on peut avoir aussi quand on regarde un petit peu les cartes du ciel. Et puis finalement, donc ça s'avère exact tout en sachant que donc pour le moment, compte tenu des derniers développements, il se pourrait que ce que j'avais indiqué pour 2023 et 2024, etc., ce serait plutôt la troisième vague qui serait due à la vaccination obligatoire, puisque en 1918, au moment où nous avions la réunion de Saturne et Neptune dans le signe du Lion, donc il y a bien eu cette épidémie, cette fameuse grippe espagnole, qui a fait 50 millions de morts. Donc il faut voir aussi dans quelles conditions c'était au sortir de la guerre, donc la Première Guerre mondiale. Vous connaissez les conditions d'hygiène d'une guerre, forcément. Et puis également, il y avait la révolution bolchevique. Donc faut également le mettre dans la balance, tout ça. Et puis il y avait également la vaccination obligatoire contre la variole. Et c'est par rapport à ça, là, peut-être que là vous avez les mêmes informations que moi, donc il y aurait des sources qui indiquent que ce serait la vaccination en réalité qui a provoqué autant de morts, y compris chez les jeunes. C'est pour ça qu'il y a eu cette deuxième vague-là. Donc très probablement que dans les années futures,
la troisième vague, cette fois-ci, donc sera bien réelle. Il y aura bien une catastrophe humanitaire, mais qui sera liée, malheureusement, vous l'avez compris aujourd'hui, avec la vaccination. Donc aujourd'hui, avec le recul de l'histoire, j'arrive à réajuster et à dire qu'effectivement, ce que j'avais indiqué dès 2014 et réitéré en 2017, etc., donc ça correspond probablement, s'il n'y a pas aussi d'autres donc virus qui sont manufacturés et qui sont lancés dans la nature, puisque là aussi, vous avez notamment la couverture de The Economist du mois de juin, donc qui fait allusion aux futures catastrophes, donc notamment, alors il parle du climat, il parle d'autres types de catastrophes, mais également il y a une allusion au canard. On remonte très sommairement donc la carte du ciel que j'ai déjà montrée à plusieurs reprises dans d'autres capsules, donc de cette année 1918, où nous avons eu la grippe espagnole qui a sévi, et donc nous avions bien eu la conjonction Saturne-Neptune, le cycle Saturne-Neptune doublé de l'opposition d'Uranus dans le signe du Verseau. Et nous aurons bel et bien la réunion de Saturne et Neptune dans le signe du Poisson, donc en 2023, à partir du mois de mars 2023. Et il y aura une deuxième conjonction qui surviendra quelques années plus tard, 2 ans après, le 26 mai 2025, avec Saturne-Neptune, cette fois-ci dans le signe du Bélier. La couverture de The Economist du mois de juin dernier, qui vous annonce les différentes catastrophes qui pourraient survenir dans le futur proche, avec l'horloge qui vous indique donc minuit moins 1 avant l'apocalypse. Donc c'est assez symbolique, et vous avez un cadre avec un cochon donc qui fait allusion à la grippe porcine. Vous avez également un autre cadre avec une éruption volcanique, également un pingouin sur une banquise en train de fondre, donc là ça fait référence au réchauffement climatique. Une comète, c'est un astéroïde donc qui pourrait s'écraser sur la Terre, et vous avez également des canards donc qui font allusion à la grippe aviaire. Donc là on a le coronavirus, donc là c'est certainement ce qui est en train de se jouer en ce moment, et vous avez également un nuage, donc un champignon nucléaire, donc là ça fait référence à une catastrophe nucléaire, et là c'est donc les tempêtes solaires, donc qui sont assez cycliques. Donc voilà un petit peu l'annonce. Alors c'est vrai que ça fait référence, quand on parle des The Next Catastrophe, c'est en rapport avec la couverture de The Economist en 2019, où vous avez bien les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui sont sur l'Europe, qui marchent sur l'Europe, qui sont sur le Royaume-Uni et qui sont en direction de la Belgique et de la France. Donc voilà, il peut très bien y avoir le retour par exemple de la grippe aviaire. J'ai vu que la grippe aviaire a été identifiée le 18 février 2006. Donc 18 février, c'est en rapport avec le Verseau, et effectivement, dans le futur, nous allons avoir différents transits planétaires dans le signe du Verseau, à commencer par Jupiter et Saturne. Donc ça c'est pour l'année 2021, mais surtout Pluton, donc en 2023. Voilà, la grippe aviaire, 18 février 2006, virus H5N1. Lorsque l'on dresse la carte du ciel de ce 18 février 2006, nous retrouvons un soleil tout à la fin du signe du Verseau. Donc ça rappelle, vous voyez, le transit de Saturne-Neptune, qui sera à la fin signe du Verseau et qui va transiter ensuite en Poisson. Donc ça c'est en 2023. Donc nous avons des éléments en Poisson, Uranus notamment en Poisson. C'est un thème qui est marqué par le cycle Jupiter-Neptune, donc avec un Jupiter en Scorpion et Neptune dans le signe du Verseau, sachant qu'on va avoir une Jupiter-Neptune, conjonction Jupiter-Neptune, ou en tout cas la réunion de Jupiter et Neptune à partir donc du mois d'avril, fin avril 2021. Ça va durer jusqu'à la fin du mois de juillet, on va avoir ces premières incursions, mais surtout l'année 2022. Donc attention qu'on n'ait pas, à nouveau, vous voyez, c'est annoncé clairement, donc vous savez maintenant, The Economist, on peut s'y référer. En règle générale, ces messages cryptiques finissent toujours par, malheureusement pour nous, se réaliser. Donc il y a des chances qu'on ait dans le futur une épidémie qui pourrait survenir, donc cette fois-ci de grippe aviaire. Grippe aviaire et également grippe porcine. Donc j'essaierai de revenir un petit peu plus loin dans le temps, un petit peu plus tard, pour essayer de décrypter avec plus de précision les dates probables d'une future épidémie ou pandémie qui viendrait se rajouter donc à celle du Covid-19, puisque celle du Covid-19, finalement, on peut très bien se dire qu'elle est là, probablement aussi, pour nous pousser dans nos retranchements. Pourquoi pas créer cette révolte et cette révolution pour faire tomber des gouvernements, pour accélérer, puisque vous savez que ce virus-là, en fait, c'est un accélérateur de particules qui permet, en fait, de changer de paradigme. Donc il faut aussi se mettre
dans cette perspective-là, tout est possible. Vous savez, ces gens-là, ils fonctionnent beaucoup avec des coups à trois bandes. Ils peuvent très bien laisser le sentiment que le peuple va gagner, par exemple, ou laisser un petit peu de marge de manœuvre au début, et puis après revenir plus fort, puisqu'il y a d'autres pandémies, d'autres épidémies qui peuvent très bien être créées. Vous savez, s'ils en ont créé une, ils peuvent en créer d'autres. Il n'y a rien de plus facile pour eux maintenant qu'ils ont tout sous contrôle. Donc il ne faut pas sous-estimer malheureusement nos adversaires et ne jamais se réjouir d'une éventuelle victoire du peuple, ce que l'on souhaite bien entendu. Mais je le dis pour les personnes qui sont sans arrêt en train de brandir, le peuple va gagner, le peuple va gagner. Oui, d'accord, on a bien envie que le peuple gagne, mais enfin, jusqu'à présent, il faut dire qu'on a plutôt été baladé depuis, si on remonte, ne serait-ce qu'à 1789 ou 1968, à chaque fois. Le peuple est instrumentalisé, c'est pareil également pour les révolutions des printemps arabes. À chaque fois, les révolutions, c'est Marx qui disait ça, les révolutions viennent du capitalisme. Et on retrouve bien Uranus, la planète du capitalisme, Uranus, maître du Verseau, donc qui symbolise bien les révolutions. Et en ce moment, nous l'avons en taureau. Donc tout est possible. Vous avez vu que il maîtrise d'une main donc l'ingénierie, la géo-ingénierie, donc qui permet de provoquer des catastrophes, que ce soit climatiques ou également des séismes. Ça, c'est déjà une première chose. Et puis, vous avez de l'autre côté la capacité, finalement, à créer aussi, de manière artificielle, des épidémies et des pandémies. Donc là, attention. Je termine cette vidéo avec les références que je vous ai citées. Donc là, vous pourrez retrouver l'article original du 20 octobre 2014, Ebola, psychose, fatalité ou réalité du cycle Saturne-Neptune. Alors ça, c'était l'article que j'ai déjà présenté à plusieurs reprises, les prédictions autoréalisatrices de Bill Gates. Donc c'était, je reprenais en fait un article qui était paru et j'en faisais mon commentaire et je venais finalement confirmer, donc 3 ans plus tard, donc ce que j'avais mis en avant au travers de mes explications astrologiques et des prévisions astrologiques avec ce cycle Saturne-Neptune. Et là, nous sommes sur la page des prédictions 2018. Alors j'ai oublié de préciser que c'était sur Annuaire Voyance Symphonie, le support, donc attention à la réintroduction de maladies exotiques dans l'Hexagone en toute fin d'année 2018. Dans les années 2024-2026, alors normalement c'est 2023, c'est une faute de frappe de ma part, notamment avec le retour du cycle Saturne-Neptune en conjonction en Poisson, je vois un risque de pandémie ou d'attaque chimique militaire dévastatrice. En effet, les dernières fois que ce cycle s'est produit dans l'histoire, l'humanité a subi de très lourdes pertes qui se chiffrent en millions de vies humaines. Ce cycle est la reproduction exacte de celle qui avait sévi au Moyen-Âge. Et je parlais aussi de la grippe espagnole. Au XXe siècle, en 1918, la grippe espagnole a fait 50 millions de morts. Autant, si ce n'est plus, que le premier conflit mondial. On retrouve une nouvelle conjonction Neptune, Saturne en Lion, c'est ce que je viens de vous montrer sur la carte du ciel. En conclusion, s'il n'y a pas d'autres virus qui sont créés entre-temps, s'ils sont lâchés dans la nature, donc très probablement que l'on pourrait avoir la matérialisation de ce cycle Neptune, Saturne, Neptune en Poisson, avec la vaccination, les premiers effets des gens qui se seront précipités pour se faire vacciner, ou en tout cas les gens à qui on aura imposé le vaccin, puisque probablement qu'ils pourraient le faire par étapes au départ. D'essayer de convaincre au départ, c'est de faire peur et séduire un maximum de monde, et puis ensuite après d'ostraciser, de pointer du doigt ceux qui ne veulent pas se vacciner, de mettre la pression, et puis après ensuite d'imposer sur le plan juridique. Donc là on voit qu'il y a un travail qui est fait en profondeur, notamment du côté des institutions, pour remettre en question, et des lois pour remettre en question par exemple les lois de Nuremberg, etc. Tout à l'heure je vous parlais de la révolution bolchevique, c'est pas un hasard, donc souvent les épidémies, les pandémies sont aussi reliées avec les révolutions. Donc il est probable, c'est ce qu'on expliquait, qu'il puisse y avoir donc une révolution. Donc là je vous renvoie sur les capsules, notamment sur les gilets jaunes. Donc là on voit que les gilets jaunes ont investi, j'ai vu BFM TV, les gilets jaunes constituants. Donc on voit qu'ils sont de retour, donc je sais qu'il y a beaucoup de questions par rapport aux gilets jaunes. Donc là vous pourrez retrouver tout ce que j'ai pu dire sur les gilets jaunes. Je ne changerai pas une ligne à ce que j'ai pu dire, donc là vous avez toutes les vidéos. Donc là il faut un petit peu fouiller, il faut retourner un petit peu dans le passé pour retrouver différentes vidéos également en rapport avec le virus, puisque j'ai réactualisé forcément entre-temps ce que j'ai pu dire dans le passé. Alors je tenais également à rassurer toutes les personnes qui sont natives du signe du Taureau, du Capricorne ou d'autres bêtes à cornes, qu'il n'y a pas de problème, il ne faut pas se formaliser sur ce que j'ai pu expliquer, puisque c'est un rapport avec les personnes qui sont dirigeantes, les personnes de pouvoir.
Donc il faut savoir que chaque signe en plus a un côté lumineux et un côté plus obscur. Après, tout dépend de nombreux paramètres, l'articulation de votre thème astral, les différents transits, l'éducation que vous avez pu avoir, les fréquentations, etc. Donc ça dépend d'énormément de choses qui va faire que vous êtes une personne qui avait un certain sens moral, qui est une bonne personne, ou une personne qui au contraire allait basculer du côté obscur. Donc je voulais vraiment vous rassurer, j'avais pas pris les précautions oratoires donc pour faire cette capsule-là. Donc certains ont dû se poser des questions. C'est vrai que je le fais habituellement, donc je le fais tellement souvent que j'ai pas jugé utile de le faire. J'ai voulu aller à l'essentiel. Et puis j'ai vu d'ailleurs qu'on parlait de la déesse Isis, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc là c'était au moment de la catastrophe donc de la cathédrale de Notre-Dame. Ça s'intitulait « Culte dévoyé de la déesse Isis, clé de compréhension ». Alors il y a un autre facteur dont j'ai déjà parlé dans différentes capsules, et qui est notre talon d'Achille à tous, et qui peut provoquer des révolutions, c'est bien sûr le problème alimentaire. Tous les problèmes à caractère alimentaire, que ce soit les famines, bien sûr. C'est vrai qu'en Europe, depuis maintenant de nombreuses années, on en est dépourvu, on a même la chance, pour la majeure partie d'entre nous, de manger à notre faim, voire même certains ont gaspillé la nourriture, notamment les cantines, notamment on a vu les centres commerciaux qui jettent l'alimentation, on voit également même les manifestants qui jettent parfois l'alimentation pour contester le fait qu'ils ne touchent pas suffisamment d'argent, qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur travail. S'ils sont agriculteurs notamment, ils vont jeter des tonnes de carottes devant une préfecture, etc. Donc là, il y a un risque. Donc là, je vous l'avais déjà expliqué, mais on aura l'occasion de revenir. Donc vous pourrez également retrouver différents articles qui vous en parlent si ça vous intéresse, puisque je sais que c'est un thème donc qui est effectivement très important, puisque aujourd'hui on parle, on polémique, on discute, on essaie de faire des prévisions, etc. Mais c'est vrai que si demain matin on a un problème alimentaire beaucoup plus grave, en tout cas en Europe, puisqu'il y a déjà un véritable problème, c'est un fléau dans d'autres pays, notamment les pays touristiques, qui comptaient sur les touristes pour pouvoir subvenir à leurs besoins, et aujourd'hui il y en a beaucoup qui crèvent de faim. Donc là on parle de 70 millions de personnes en plus par rapport à d'habitude. Vous savez qu'il y a énormément d'enfants qui meurent de faim. Vous avez la Corne du Sahel, vous avez différents endroits du monde, c'est véritablement chronique, ces problèmes alimentaires, mais là ça risque d'être encore plus problématique avec ces problèmes donc liés au confinement. Là on voit bien que c'est le confinement et ça n'a rien à voir avec le virus en lui-même qui finalement en Afrique n'a pas fait autant de morts que ça, puisque là-bas comme en Asie, ils ont eu l'autorisation par les grands Manitou d'utiliser l'hydroxychloroquine. Donc ça aussi c'est très important de le mettre dans la balance, puisque parfois on dit tel pays a géré de telle façon, etc. Mais en réalité très peu de pays aujourd'hui sont véritablement indépendants. En réalité il y a parmi les dirigeants, vous savez que les différents centres de pouvoir aujourd'hui sont noyautés comme les différents médias, différentes strates des institutions. Donc là on parle bien, on avait déjà dit le Capricorne. Capricorne c'est le signe de la montagne, et on a bien la pyramide. Donc les différentes strates sont contrôlées depuis qu'on a Jupiter, Saturne, Pluton dans le signe du Capricorne notamment. Donc en réalité tous ces gens-là ne font pas ce qu'ils veulent. D'ailleurs vous avez le président du Burundi qui à un moment donné a viré des gens de l'OMS. Donc on voit qu'il y a encore certains dirigeants qui ont des marges de manœuvre, mais vous voyez il a été puni probablement, puisque apparemment il est décédé. Bon, est-ce que c'est véritablement un attentat? Ça on ne sait pas, mais disons qu'il y a quand même une relation de cause à effet entre le fait qu'il se soit opposé à l'OMS et puis derrière quelqu'un qui est en pleine force de l'âge qui tout à coup décède. Voilà, il y a de quoi se poser des questions effectivement. Nous arrivons à la fin de cette chronique, chers amis passionnés d'astrologie et d'actualité. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.